Bonsoir. Alors, on est super content de vous retrouver avec Kelly sur Start un Job. Et oui, vous le voyez, on a changé de nom il y a à peu près 2 heures. C'est ça. Et donc, anciennement emploi RH et psy. Et donc, l'idée, en fait, c'est de toujours vous accueillir comme on le fait d'habitude avec Kelly. Donc, Kelly, toi, tu es ancienne RH. Tu Tout es à fait. actuellement coach en épanouissement professionnel. Est-ce que tu as envie de rajouter des petites choses Et, sur tes casquettes? et consultante en évolution pro, donc concrètement, j'accompagne dans le cadre des bilans de compétences. Exactement. Et donc moi, Lucille, donc je suis psychologue clinicienne. Et donc aujourd'hui, nous sommes donc dans la série En quête du premier job. C'est le 3e épisode et donc on est super contente de vous présenter donc tout bientôt Maïsara qui va nous rejoindre du coup. Et que j'ai déjà vu passer d'ailleurs dans le fil, donc on va l'accepter. Donc Tout à Maïsara fait. qui est psychologue clinicienne, et puis on la laissera se présenter à vous pour que vous ayez le suspense. Exactement. Alors, Et donc le temps que Maïsara nous rejoigne, donc on vous parle aussi du fait qu'on va être à nouveau pour vous parler de notre programme Start. Voilà, on en parlera un petit peu plus mardi à 17h30, donc n'hésitez pas à nous rejoindre à ce moment-là aussi. Et comme pour aujourd'hui, il y aura un replay sur Instagram et sur YouTube. Et donc Maïsara, elle est psychologue clinicienne, donc spécialisée en interculturel. Et donc, elle va nous parler bien de sa première recherche de job. tout à fait. Et effectivement, rebondir sur le fameux message que vous avez peut-être pu voir dans notre feed, qu'elle a laissé justement pour vous à votre attention. Et c'est d'ailleurs aussi sur ce thème-là et sur cet axe-là que nous pouvons démarrer notre échange ce soir. Tout à fait. Alors, Maïsara devrait plus tarder maintenant. La synchronisation est en cours. Et pour les personnes qui sont en ligne, là, je vois que vous êtes déjà 4. N'hésitez pas à vous présenter et à nous poser des questions à toutes les 3 pendant le live, à nous dire un petit peu, voilà, comment ça vous fait réagir, ce qu'on peut dire, et vraiment poser toutes vos questions à Maïsara qui pourra, je pense, vous répondre au mieux pour l'échange. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'avoir un échange interactif et convivial. Donc, qui n'est pas que, effectivement, de la montée-descente d'informations. Vraiment, n'hésitez pas aussi à réagir, à encourager aussi Maïsara. Et puis, tout simplement à nous suivre. Voilà. Donc, bonjour Alors, Tiffany, bonjour Manel, bonjour Jana, bonjour génial. Colombine. Bienvenue à tous et à toutes. On est déjà 5 en direct. Ouais, Waouh! Super. Et ben, Maïsara a du succès. exactement. Donc, Maïsara, ce que tu peux faire grâce à la technologie Instagram qui fonctionne pas encore très bien, c'est que tu nous renvoies à nouveau une demande, parce qu'on est en train de l'accepter et qu'elle ne fonctionne pas pour l'instant. Mais ça va fonctionner au bout d'un moment. Ça va marcher. Donc, voilà. Soyons patients. Et pour les personnes vraiment qui ont envie d'interagir, n'hésitez pas, hein, vous posez vos questions en commentaire ou dans la boîte à questions aussi si vous souhaitez pas que ça apparaisse en public. Et on est toutes les 3 là pour vous répondre. Tac. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes des personnes qui connaissent Maïsara, les Parce personnes en ligne? qu'effectivement, alors je sais pas pour toi, Lucille, mais c'est vrai qu'on a beaucoup repartagé avec Maïsara et on a vu aussi qu'elle avait un fan club et beaucoup de suivi et de soutien. Donc, si vous faites partie effectivement de ces connaissances, n'hésitez pas aussi à nous le dire. Exactement. Hop. Donc Maïsara, quand tu peux, tu renvoies la demande ou tu écris en commentaire pour nous Voilà. dire où tu en es. Je vais faire. Hop. Colombine, oui, je suis sa petite maman. Et Génial. super. Bienvenue. Bienvenue. Et par exemple, Colombine, j'ai envie de vous dire, en attendant que Maïsara puisse se connecter, comment est-ce que de votre point de vue, ça s'est passé justement la recherche d'emploi de Maïsara? Alors, j'accepte, Maïsara, du coup, ta demande, on y croit pour que ça marche. Voilà, n'hésitez Ouais. pas à nous dire, du coup, Colombine, un petit peu comment vous l'avez vécu de l'extérieur, cette recherche d'emploi. Tiffany, oui, je la connais. Génial. Super. Alors, et du coup, Maïsara, on vient de lancer l'acceptation. Ok. Alors, Tac.
Colombine, la chipie m'a tout caché. Ok, Ok. expliquez-nous, n'hésitez pas. C'est génial. C'est vrai que ça, c'est une bonne Mm, question qu'on pourrait c'est vrai. poser. Est-ce que la recherche d'emploi, surtout pour le premier job, en fait, on en parle ou on n'en parle pas et on le fait un peu en soum-soum? Ben, peut-être parfois parce qu'on peut avoir peur aussi de pas être pris ou prise. Et donc, on va avoir tendance à le cacher effectivement à son entourage. C'est une bonne Et question. puis même aussi cette question de avoir peur de la simple question, bah alors t'en es où dans ta recherche d'emploi aussi? Est-ce que tu as trouvé Ouais, ton premier job? complètement. Et donc, Colombine nous dit aussi, et m'a fait une sacrée surprise. Ah, c'est chouette. Super. C'est génial. Alors, Alors, est-ce qu'on Instagram, va y arriver? décidément, en m'annonçant son embauche, en me tendant la brochure du lieu de son travail. Mais c'est génial. Super. Et comment vous êtes sentie, Colombine? T'allais poser la même question. Comment vous êtes senti, voilà, quand vous avez reçu justement Mm. cette très bonne nouvelle de la part de Maïsara? Ouais. Alors, j'en profite. Oh, j'ai pleuré, nous dit la Et maman de Maïsara. on Oh, espère que c'était des larmes de bonheur, là. ouais. Justement, vous, Colombine, qu'est-ce Mm. que vous vous imaginiez? Vous pensiez que ça allait être difficile pour elle de trouver? Qu'est-ce que vous imaginiez? Colombine, je suis tellement fière de Maï. Oh, Mm. c'est trop joli. J'adore. Ah C'est bah, chouette d'avoir une maman aussi mm. soutenante, vraiment. Oui, de bonheur, nous dit Colombine. C'est super. Alors, je suis en lien en même temps, hein. J'assure aussi la connexion. Euh, Ok, aucune donc, invitation. Donc là, c'est bon, ça s'est voilà. enfin enlevé. On a lancé l'invitation, Maïsara. Donc là, c'est j'annule et On va j'invite. essayer de se réinviter. Ouais. Pour l'instant, on ne peut se Et joindre. sinon, une autre Sinon, en option, fait, on va faire le live avec ta maman. c'est ça. On rigole, mais bon. Non, oui, c'est une blague. Hop. Sinon, on pourra Ah, relancer je si t'ai besoin. réinvité. Ah, tu m'as redésinvité. Je te réinvite. Ça se réinvite. Ah, Ah, c'est ça bon. y est. Où es-tu? Je t'entends. Activation de la vidéo. Un Alors, micro. je vous vois plus par contre. Nous non Nous plus. non plus, mais en fait, tu sais quoi? En fait, c'est une nouvelle fonctionnalité d'Insta que j'ai vue pas plus tard que hier soir. En Mhm. fait, quand tu es sur téléphone, en fait, on ne voit pas l'autre. C'est à toute Ah, surprise. alors les personnes qui nous regardent, est-ce que vous nous voyez toutes les trois? Voilà. Normalement, on est trois. Est-ce que vous voyez les trois personnes en direct? Eh ben, tu m'apprends un truc. Et j'ai découvert ça hier soir en live, tu vois. Donc, Vache. Et donc ta maman, Maïsara, nous dit, j'étais confiante, elle est tenace et je me doutais qu'elle allait chercher activement, comme pour sa recherche de master dans toute la France. Tiffany, oui, on vous voit. Merci génial. beaucoup. Maintenant que moi je vous vois pas du coup, donc Nous non bonsoir. plus. Et apparemment, c'est normal. Donc, on va imaginer ton sourire, ta tête, du coup. Oh, C'est vrai que c'est particulier de C'est pas se voir. particulier. C'est particulier. bon, bah on va Donc, faire comme voilà. En- Ok, tout le monde tu- nous voit. Merci les filles. Merci beaucoup à tous. Sarah, tu vas nous voir et tu vas te voir en fait dans le replay. ça. Voilà, D'accord, du live. ok. Ok, mais on est d'accord, c'est particulier. Oui, on est d'accord. Bon. Eh bien, écoute, déjà, merci beaucoup, Sarah, d'avoir accepté de prendre la parole, de pouvoir aussi témoigner de ton parcours de la recherche du premier emploi. Hmm. Parce que c'est tellement important, justement, par rapport aux jeunes qui cherchent un emploi. Il y a pas mal de pression qu'on peut avoir. Et Ouais, l'idée, c'était vraiment de voir, toi, comment tu t'en es sorti, comment tu l'as vécu. ouais, Voilà. Et je crois d'ailleurs, en plus, tu avais un message que tu avais envie de faire passer déjà aux auditeurs et à nos abonnés. ouais, tout à fait, ouais, ouais. Je voulais parler un peu d'illégitimité, enfin du sentiment qu'on peut avoir quand on est en recherche d'emploi. Je pense que c'est quelque chose d'important. Donc, Ouais. Eh ben, écoute, vas-y, on te laisse, c'est ton moment, donc vas-y, donc profites-en. Ouais, qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement sur ce sentiment-là que tu as rencontré? alors, en fait, quand on finit les études, on n'a pas toujours l'impression d'être assez armé
pour commencer à travailler, parce que c'est vrai que bon, la licence c'est assez généraliste, en master on se spécialise, mais en fait une fois qu'on est tout seul avec nos premiers patients, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'impression d'être légitime. D'autant plus quand on est jeune. Moi, je sais que j'ai 23 ans, donc forcément, quand je me retrouve face à des adultes, parfois j'ai pu me dire, en tout cas, quand j'étais encore stagiaire, que je voyais pas comment j'allais pouvoir accompagner des personnes qui avaient vécu toute une vie et moi j'étais encore une enfant entre guillemets, au sens où je suis plutôt jeune. Et aussi, comment dire, sur les offres d'emploi, on voit souvent une liste de critères en fait pour postuler. Et ça rebute assez vite parce que souvent il y a marqué il faut 2 ans d'expérience dans le domaine de la périnatalité ou 2 ans d'expérience en psychotrauma, etc. Sauf que quand on sort d'études, on n'a pas cette expérience requise et du coup ça nous ferme des portes tout de suite en fait, même avant d'avoir envoyé son CV et sa lettre de motivation. Donc voilà. Et justement, alors, par rapport à cet environnement qui, effectivement, peut être un peu décourageant quelque part, toi, justement, comment tu t'y es prise, justement, pour trouver ce premier emploi? Allez, on va lever un peu le voile. Comment ça s'est passé pour toi, cette recherche? Alors, moi, comment dire, j'étais très stressée à l'idée de trouver un premier emploi parce qu'à la fac, on nous disait souvent qu'on ne trouverait pas tout de suite et que si on trouvait un truc tout de suite, c'était mauvais signe et qu'on serait mal payé. Vraiment, il y avait ce discours-là. Waouh! Ouais, vraiment. Pendant 5 ans, on a entendu ça et on nous a bien fait comprendre que voilà, on serait pas bien payé et il fallait vraiment faire attention à la première personne qui nous dit oui, quoi. Donc, on tombe un peu avec cette idée-là. Et, et en fait, moi, c'est assez particulier parce que j'étais très angoissée à l'idée de trouver, mais j'ai trouvé tout de suite. Mais pour ça, faut remonter un peu plus loin dans le temps. En fait, je cherchais un stage de Master 2 l'année dernière et je trouvais pas. Et il me restait une semaine pour trouver un stage avant la date limite, en fait. Sinon, c'était le redoublement qui m'était imposé. Donc, j'étais assez stressée. J'ai contacté des gens sur LinkedIn. Et j'ai eu un entretien pour un stage du coup, et la directrice de l'institution, elle a bien apprécié mon profil, elle voulait vraiment me prendre en tant que stagiaire, mais il fallait qu'elle demande à la psychologue évidemment si elle était d'accord, et la psychologue n'a pas pu me prendre. Ah, Donc voilà, donc au final, j'ai trouvé un donc autre une stage. expérience un peu compliquée, c'est ça? Finalement, c'est pas une expérience assez compliquée parce que du coup, tu n'avais pas beaucoup de temps qui te Ouais. restait. Là, tu venais d'essuyer finalement un refus. Voilà, donc c'était vraiment difficile, surtout que la directrice était vraiment positive et elle me disait vraiment que c'était bon et moi j'étais soulagée, mais en fait la psychologue ne pouvait pas me prendre. Mais La alors, désillusion. ouais, Pouf! En plus, tu étais à une semaine du coup de redoubler. C'est hyper stressant. ouais. Ouais. Puis redoubler pour ce motif-là en plus, parce que j'ai Oui. toujours eu des notes, des notes au-dessus de la moyenne et vraiment je travaillais dur, donc redoubler pour une histoire de temps, c'est vrai que c'était plutôt frustrant. Mais bon, du coup, j'ai pas baissé les bras, j'ai fini par trouver un stage, mais du coup, lors de cet entretien, la directrice m'avait dit, ah, c'est intéressant la spécialisation en psychologie interculturelle, parce que du coup, c'est ma spécialité de master. Génial. Et elle m'a dit, ah, Et tu l'as fait dans quelle université d'ailleurs ta spécialité? les deux, en fait, j'étais à Amiens en licence et en troisième année, on peut prendre déjà des options et c'était l'une de mes options. Et après, en master, je suis partie à Paris 13, donc dans le 93 et On vient de j'ai la pris même fac. C'est trop bien. Paris 13. Ouais. Oui. Ouais, j'ai fait mon master clinique interculturelle et transculturelle à Paris 13 aussi. Super. Mais oui, voilà, on se découvre du coup plein live. Trop bien. Mais justement, mais Sarah, par contre, c'est vrai que pour les personnes qui connaîtraient pas justement la spécialité interculturelle, est-ce que tu pourrais nous dire aussi quelques mots? Ouais. Ouais, bien sûr. Alors, en fait, ces spécialités, elles permettent d'interroger les appartenances culturelles, c'est-à-dire que, par exemple, on a, comment dire, des parents d'une culture différente et nous, on est nés en France et nos parents sont nés à l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire d'être le premier enfant qui est né en France? Quand on doit s'adapter aux codes de l'école et aux codes de la maison qui sont parfois différents. Comment est-ce qu'on grandit dans cet environnement-là et comment on développe des capacités d'adaptation aussi
pour à la fois correspondre aux critères parentaux qui sont dépendants de la culture, mais aussi aux critères de la société française parce que ça reste notre lieu de socialisation. Voilà, donc c'est des choses que nous on travaille. Comment dire? On accompagne aussi des personnes qui sont dans un parcours migratoire, qui n'ont pas de papier. Il y a beaucoup de psychotraumas, des choses comme ça. Sinon, tout ce qui est radicalisation. Puis appartenance à un groupe social en règle générale, en fait, comment on fonctionne dans un groupe, comment chacun trouve sa place dans sa famille. Voilà, on est vraiment dans une clinique du groupe et une clinique aussi, comment dire, on se décentre de notre propre culture pour pouvoir s'ouvrir à celle des autres et prendre en compte la culture de l'autre dans la prise en charge, en gros. Voilà. C'est ça. Complètement. Et justement, toi, même maintenant que tu es psy, j'ai envie de te dire, tu penses qu'on peut travailler dans quel domaine quand on a cette spécialité-là? Dans quelle institution aussi? Alors, Selon nous, toi. on nous a beaucoup parlé de l'associatif parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau associatif, surtout en Île-de-France pour les personnes issues de l'immigration, etc. Après, je pense que, comment dire, la France, c'est un pays multiculturel, donc on peut travailler partout. Enfin, en tout cas, la culture, on va la retrouver partout et chez tout le monde. Donc, on peut travailler avec n'importe quel public. Après, moi, je pense que c'est plutôt les expériences de stage après qui affinent notre pratique clinique et qui font qu'on développe des compétences avec tel ou tel public. En tout cas, je le perçois comme ça. Complètement. Et justement, toi, tes stages, tu les as fait où? En L3, M1, M2? Alors, j'ai fait deux stages. Alors, un stage en licence dans un lycée et dans un collège avec une psychologue de l'éducation nationale. J'ai fait un stage en CMP pendant les vacances d'été. C'était CMP ado, enfant ado. Et après, en master. Ah oui, moi, je me permets de te couper, parce que la CMP, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire en traduction? Tu fais bien. Centre médico-psychologique, du coup. C'est un lieu d'accueil gratuit pour les enfants et leurs familles qui présentent des difficultés. Voilà. Bon, après, il y a une liste d'attente de 2 ans en général, donc ça devient Énorme. c'est grave. Mais bon, voilà. D'accord. Et puis en master, du coup, j'ai fait en master 1 un stage auprès des bénéficiaires du RSA. Donc en fait, l'idée c'était de lever les freins psychiques qui empêchaient la réinsertion professionnelle, quoi. Voilà. Et en M2, c'était dans une association de quartier donc qui accompagnait les familles donc sur le versant un peu social avec tout ce qui était papier, demande de titre de séjour, etc. Et il y avait aussi un accueil pour les enfants avec de l'aide aux devoirs et une permanence psychologique pour les familles. Donc j'étais sur cet axe-là, voilà. Ouais, hyper riche, hein, tes expériences de stage. Tu as fait 4 stages. C'est rare. C'est bien. C'est rare et en même temps, j'ai quand même des regrets à ce niveau-là parce que j'aurais bien voulu faire un stage en psychiatrie parce que le stage en CMP, en fait, c'était pendant les vacances d'été. On n'a pas vu grand monde. Et du coup, c'est vrai que du coup, j'ai plus trouvé en associatif ou dans le milieu médico-social, enfin social, plutôt que dans le médical pur et c'est un regret que j'ai. Après, j'ai adoré toutes mes expériences, donc voilà. D'accord. Et alors, justement, pour rebondir un petit peu, tu avais commencé à nous parler justement de la recherche du premier emploi. Donc, ce que tu nous as expliqué, c'est qu'en fait, donc, tu cherchais à l'origine un stage de fin d'études qui n'avait pas pu se faire. Donc, tu avais rebondi, tu as su justement persévérer et finalement, tu as trouvé ton stage. Et alors, pour la suite, j'ai envie de dire, le premier job, parce que bon, alors, on a un petit peu parlé ensemble en off, hein, donc je sais que voilà, il y a eu un rebondissement derrière. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler? Ouais, bien sûr. Alors en fait, du coup, j'avais même pas encore mes notes de master 2, mais je me doutais que ça allait être bon. Et j'ai commencé déjà à postuler pour trouver un premier emploi. Donc j'ai envoyé une lettre de motivation pour travailler dans une équipe
une équipe mobile, mais j'ai jamais reçu de réponse. Et en fait, sur LinkedIn, j'ai vu que la directrice que j'avais rencontrée un an auparavant cherchait une psychologue pour son institution. Donc, j'ai postulé parce que je me suis souvenu qu'à l'entretien, elle m'avait dit, ah, ça pourrait être intéressant qu'un jour on ait une psychologue interculturelle. Et je me suis dit, bon, bah, ça tombe bien puisque ça y est, je suis psychologue interculturelle, autant que je postule. Et comme quoi, en fait, au final, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut garder contact et finalement créer du réseau. Bah là, en fait, tu l'illustres complètement, en fait, dans ce cas-là. Exact. Parce que finalement, cette personne recrutait derrière. C'est ça. En plus, enfin, comment dire, souvent enfin là, en plus, j'étais vraiment au pied du mur pour trouver un stage et j'étais vraiment énervée quand j'ai pas été prise. Je me suis dit à quoi ça sert toutes ces lettres que j'ai envoyées pour avoir aucune réponse ou pour que ça soit négatif. Sur le moment, on est très frustré et en fait, je me rends compte qu'on sème des petites graines dans les institutions et qu'au final, c'est grâce à cette candidature de stage qui n'a pas abouti sur le moment, mais qui un an après m'a permis de trouver mon premier boulot. Donc en fait, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête. Je pense que tout ce qu'on fait en tant qu'étudiant, toutes les actions qu'on mène et toutes les tentatives d'entrer en contact avec des institutions, elles ne sont pas vaines parce que dans quelques années, il y aura peut-être une annonce sur LinkedIn et on va tomber dessus et ça sera pour nous, quoi. Voilà. Ouais. C'est super punchline, Maïsara, j'adore. Mais complètement. Et c'est vrai que concrètement, souvent on le dit, mais là c'est tellement plus, je trouve impactant parce qu'effectivement, tu l'as vécu en fait. Ouais, voilà. Donc c'est quelque chose vraiment de réel derrière. Et ça montre que, comme disait ta maman tout à l'heure, effectivement, tu es tenace. Ça veut dire, ok, d'accord, tu as été frustrée par rapport à cet échec, on pourrait dire, entre guillemets, lié au stage. Ouais. Mais en fait, tu as su te dire derrière, ok, j'ai pas été prise, par contre, je sais faire la part des choses. Et avec de la maturité, je vais retenter, mais cette fois en tant que professionnelle. Donc, super. Ouais, c'est vrai que ça m'a, comment dire, c'était à la fois stressant et en même temps j'allais en terrain connu puisque j'avais déjà rencontré la directrice, donc c'était hyper rassurant aussi pour un premier entretien pour un boulot. Je connaissais l'institution, enfin j'étais déjà rentrée dans les locaux, la directrice, on avait bien discuté, donc c'était peut-être moins stressant qu'un premier entretien où on va à l'aveugle, je pense. J'ai eu cette chance. Et du coup alors je rebondis sur l'entretien. Finalement, comment ça s'est passé cet entretien? Alors du coup, parce qu'effectivement, bon, tu la connaissais déjà un petit peu, mais c'était pour un stage. Là, c'était sur un poste. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant cet entretien? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu? Bien sûr. Alors en fait, ils étaient trois. Il y avait trois responsables d'unité et la directrice. Alors c'est dans un centre éducatif fermé du coup. Pour expliquer rapidement, c'est une alternative à l'incarcération pour les mineurs délinquants multirécidivistes. Voilà. Donc, Sacré poste. Tu nous en parleras. Ouais. Et du coup, ils étaient quatre. Voilà. Ils m'ont dit d'entrée de jeu qu'ils avaient aussi d'autres candidatures et d'autres personnes à voir dans les prochains jours. Voilà. Donc, je savais que j'allais pas être la seule candidate. Et tout d'abord, ils m'ont demandé d'expliquer un peu mon parcours et de parler de mes expériences de stage et en quoi elles peuvent, comment dire, en quoi elles m'ont forgé dans ma clinique et aussi en quoi ça allait pouvoir servir à leur institution. Donc là, je me suis dit, ah oui, il faut penser aux compétences transférables en fait entre mon lieu de stage qui correspond pas du tout, enfin, j'ai pas du tout été dans le milieu judiciaire. Pour autant, j'ai acquis des compétences qui sont applicables. Donc, j'ai ciblé là-dessus. Donc, j'ai parlé de l'interculturel. J'ai parlé de la réinsertion sociale aussi et professionnelle parce que c'était les deux grands axes. Quand j'étais en CIO et dans mon stage de Master 1, c'est des aspects qu'on a beaucoup travaillé. Donc, et ça tombe bien parce que en centre éducatif fermé, ils essayent de réinsérer les jeunes soit dans une scolarité, soit leur trouver un premier emploi pour éviter la récidive en fait. Donc voilà, je pense que le premier point. C'est du lien entre les personnes que tu accompagnais avec le RSA et les jeunes à l'école. On est vraiment dans un truc d'orientation, de réinsertion, c'est intéressant.
En fait, tout était très. Il y a un fil rouge, Un fil en fait, un rouge, fil conducteur, c'est ça. malgré tout, même si tu n'étais pas dans le même secteur au final. Ouais. C'est hyper intéressant comment Ouais. tu l'amènes tout ça. Les compétences transférables, c'est vraiment le mot-clé là dans ce que tu dis. Hein. Ouais, T'as tout compris. Et ouais, ça c'est franchement. vrai que, tu vois, merci de nous le dire, Maïsara, parce que c'est vrai que bon, nous, aujourd'hui, dans l'accompagnement Start, clairement, on le dit, on le répète et Mm. on le redit, mais c'est vrai que c'est vraiment le nerf de tout, en fait, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas une expérience exactement Ouais, sur tous les points sur une offre d'emploi qu'on n'est pas pris, en fait. tout à Et la fait. preuve. Et c'est pour ça que la créativité que tu as et la ténacité Mm. font qu'effectivement, voilà, ça a pu marcher aussi Mais pour oui. toi. Ouais, ouais, c'est vrai que, en fait, je me culpabilisais beaucoup avant de trouver ce premier entretien. J'avais toujours voulu faire un stage au sein de la protection de l'enfance et j'avais jamais trouvé. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah, c'est mort, tu pourras jamais travailler en protection de l'enfance comme t'as pas accompagné de jeunes dans ces situations-là. Et en fait, en faisant le recap, je me rends compte qu'en fait, j'ai travaillé avec des jeunes, même si c'était sur le temps scolaire, pour certains, ils étaient placés en foyer. Et puis surtout, comment dire, j'avais quand même malgré tout travaillé avec des adolescents et je sais pas comment, Ouais. comment le, Oui, tu le connaissais décrire. un petit peu la population et on va dire dans le sens clinique du terme, bah, la clinique des adolescents Ouais, et donc des jeunes, avec toutes les problématiques qu'il y a autour de passer bah, du stade de l'enfant à l'adulte, tous les changements qu'il peut y avoir au niveau du corps, au niveau psychique. Donc en fait, tu avais déjà ça en tête. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai mis dans ma lettre de motivation d'ailleurs, que j'étais intéressée par la génial. clinique de l'ado et j'ai vraiment parlé de tous ces remaniements psychiques et corporels et que j'étais consciente des enjeux et que voilà, je savais que enfin, ça restait des ados, même s'ils sont dans un cadre pénal, ça reste des adolescents et c'était quelque chose que je pouvais prétendre maîtriser. Voilà. Alors, je prends juste la parole un instant puisqu'on a une petite question dans le chat. Hmm. Donc, je vais prendre le temps de la lire de 10 minutes. Alors, est-ce que tu pourrais nous préciser justement un peu le sens de ta question? C'est au niveau plutôt pratique, moyen, Alors, on parce va qu'en peut-être fait, la lire, la question. il nous dit justement, et pourquoi aujourd'hui il est si compliqué d'avoir un travail? Hmm. Alors, c'est une vaste question. Est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu la portée de ta question pour qu'on puisse, avec Maïsara aussi, te répondre? Et d'ailleurs, pour les personnes qui nous regardent aussi, en plus de Team Mute, n'hésitez pas à répondre à cette question aussi. Est-ce que vous trouvez que vous aussi, c'est compliqué de trouver un travail? Ou même les personnes autour de vous, est-ce que vous avez l'impression qu'elles galèrent à trouver un travail aussi? Ça nous intéresse. Mm. Et du coup, donc, on rebondit en attendant du coup les retours sur toi, Maïsara, sur ce que tu nous disais. Ouais, Ouais. Donc, effectivement, donc, finalement, alors cet entretien, donc, tu avais 4 personnes. Tu ouais, as pu mettre finalement en place une stratégie pour faire le point sur qu'est-ce que tu avais déjà fait pendant tes stages, voilà. qu'est-ce que tu en as retiré Mm. aussi, c'est ça? Ouais, exactement. C'était ça l'objectif. Et comment ça s'est passé? Est-ce que tu te sentais stressée? Voilà, je pense que le sentiment d'illégitimité, il entre aussi vachement en compte ici. Ouais. Dis-nous un petit peu. Ouais, je me sentais stressée parce que bon déjà j'étais face à 4 personnes, donc c'est intimidant. Ouais. Et en plus j'étais arrivée en retard parce que j'ai eu des problèmes de RER alors que j'étais partie 3 heures en avance. Enfin bon, et je me suis Ah, dit ça fait pas forcément bonne impression d'arriver en retard alors que moi je suis très très ponctuelle dans ma vie au quotidien, donc je me suis excusée évidemment, mais ils m'ont dit que bon ils savaient très bien que les RER c'était compliqué, mais c'est vrai que j'ai commencé l'entretien en étant un peu stressée en me disant bon il faut leur montrer que je suis vraiment motivée, que si je suis en retard c'est vraiment à cause des RER et pas autre chose, et j'avais cette idée-là en tête. Après j'ai comment dire, ils m'ont pas posé de questions trop déstabilisantes en fait. Je pense qu'ils ont cherché à savoir si j'allais pouvoir supporter entre guillemets de travailler avec un public difficile parce que ça reste Mm. des ados qui ont parfois commis des actes assez graves. Ouais. Donc ils ont essayé de voir si ça allait convenir. Après ils étaient très intéressés par le versant interculturel. Ils m'ont demandé d'expliquer quel sens ça avait pour moi, comment concrètement je pouvais l'utiliser dans ma pratique, et on a beaucoup parlé de cet aspect-là. Voilà.
Euh, mais c'était assez fluide, enfin, ils étaient rassurants et ils m'ont dit qu'ils savaient que je débutais, que je sortais d'études. Et l'avantage que j'ai moi, c'est que du coup, comme ça dépend du ministère de la Justice, il y a beaucoup de formations en interne. Super. Donc, c'est l'avantage que j'ai. J'ai beaucoup de formations organisées par la PJJ et aussi spécifiques pour les psychologues. Donc, ça, déjà, c'est un bon point. Enfin, c'est pas un Hmm. problème que je sois débutante, en fait. Donc, Et ça, c'est génial et ça doit te rassurer aussi de dire, bon, bah, c'est cool, je vais continuer de me former en même temps que je travaille. Et c'est pris en compte. C'est-à-dire, on te lâche pas comme ça du jour au lendemain. Allez, débrouille-toi. ouais. Le grand saut. Non. Et d'ailleurs, ils m'ont dit à l'entretien que j'aurais une tutrice psychologue qui travaille. Enfin, ils réfléchissaient à quel psychologue pourrait me convenir. Enfin, ils se projetaient déjà comme si j'étais dans l'institution, donc c'était rassurant. Mais ils m'ont dit qu'ils avaient réfléchi à une personne qui pourrait être mon tuteur, enfin mon mentor. Donc ça aussi, c'est rassurant de se dire parce que du coup, je suis la seule psychologue de l'institution, donc forcément, quand on est tout seul, c'est moins facile. Enfin, on se dit tout de suite, oulala, j'ai pas de collègue psychologue avec moi à côté de moi pour lui poser des questions, quoi. Mais du coup, il y avait ça qui m'a rassurée. Hmm. Et comment ça s'est passé pour toi le switch entre je suis étudiante stagiaire psy et je deviens psychologue en institution? Comment tu l'as senti, cette différence? Alors, déjà, rien que le fait de dire aux jeunes en me présentant ou à mes collègues en disant bonjour, je suis psychologue, déjà, c'était très Hmm. bizarre de dire cette phrase parce que je rajoutais toujours stagiaire derrière avant. C'est Ouais. vrai, c'est vrai Après, si je peux te rassurer, il n'y a pas que les psychologues, hein. Il y en a plein qui font ça. Oui. c'est vrai que c'est perturbant au départ parce qu'on se dit ah oui, ça y est, c'est concret, quoi. Je suis psychologue pour de vrai. Et, Ouais. euh, et au début, comment dire, j'ai commencé très fort en fait parce que je suis arrivée le lundi matin et ils étaient en groupe d'analyse des pratiques. Et donc j'ai participé au groupe d'analyse des pratiques et en fait le superviseur il m'a un peu testé. Enfin, il m'a posé des questions théoriques, il a essayé un peu de Ok. donc devant tout le monde, donc il y avait ma direction, tous mes nouveaux collègues et je me suis dit là il faut pas que tu te loupes, mais c'était une bonne entrée en matière parce que du coup il parlait des théories de l'attachement, des choses comme ça. Donc, enfin, en fait, j'ai vraiment concrètement commencé en me disant là, t'es vraiment psychologue, c'est pas une blague. Et en plus, le superviseur, il te teste et t'es à peine arrivé. Donc, ça y est, j'étais lancée dans le grand bain dès la première heure, en fait. Ouais. C'est une sorte un petit peu, alors si on faisait un peu un parallèle avec les études, une sorte de bizutage, d'onboarding intensif. Voilà, où finalement, bah, c'est le saut dans le grand bain quelque part Ouais, pour toi. exactement. Ok. Et alors, du coup, par rapport, donc on a parlé là un petit peu aux recherches, donc l'entretien. Alors, toi, est-ce que tu aurais des conseils justement à transmettre par rapport déjà à la partie recherche d'emploi liée à l'entretien? Qu'est-ce qu'il y a Alors, d'autres psychologues qui cherchent ou d'autres personnes qui cherchent l'emploi? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? hum, moi, ce que je fais souvent, après c'est une méthode personnelle, je regarde l'historique un peu de l'institution, je regarde des articles qui auraient été écrits au sujet de l'institution. Moi, par exemple, moi j'avais la chance que l'endroit où je travaille, il est plutôt médiatisé, donc il y a des podcasts qui avaient été faits, il y a eu, comment dire, beaucoup d'articles ou des articles de psychologues qui expliquent comment eux ils travaillent en centre éducatif fermé. Donc, je regardais tout ça avant l'entretien. Enfin, c'est ce que j'ai fait pour cet entretien-là ou que je faisais pour des stages, pour vraiment savoir où je mets les pieds et voir un petit peu comment les psychologues travaillent dans ce type d'institution, pour avoir un peu une idée de ce qu'on va attendre de moi, en fait. Génial, ouais, tu as été curieuse, un peu pour t'imprégner aussi de l'ambiance et des missions. Est-ce que tu peux nous dire le nom du podcast, si on peut le trouver facilement sur Internet, si ça intéresse des personnes? Alors, j'ai pas le nom en tête, mais il faut taper Centre éducatif fermé Savigny-sur-Orge et il y aura des émissions Radio France et tout ça qui vont apparaître normalement tout de suite.
Ok, super. Ça marche. Et alors, est-ce que justement, par rapport à toute cette recherche d'emploi et lorsque tu étais en entretien, il y a un moment donné où tu te posais la question sur justement dans quelle mesure ce poste et cet environnement va me correspondre? Est-ce que ça arrivait à un moment donné ou pas? Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, même encore maintenant que j'y suis, enfin, la question peut revenir aussi par période parce qu'on n'est jamais, comment dire, on découvre une institution je sais pas comment expliquer. Je suis partie dans un domaine assez particulier parce que le milieu judiciaire, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'enfermement. On est tout le temps avec les jeunes. Et du coup, je me suis dit, est-ce que moi, je vais supporter d'être confrontée à des adolescents qui peuvent être violents potentiellement? Donc, c'est une question que je m'étais quand même posée. Et à l'entretien, ça s'était posé aussi la question, est-ce que je me sentirais de travailler avec des jeunes qui peuvent être violents, qui sont dans le passage à l'acte, qui ont parfois des difficultés psychologiques très lourdes. Et je me suis remise en question, je me suis dit est-ce que j'en suis capable? Et là aujourd'hui avec le recul, je pense que j'en suis capable. Après c'est pas facile tous les jours forcément, mais c'est pour ça que, enfin comment dire, il faut vraiment se poser la question avant de donner sa réponse à l'institution, de si on se sent prêt ou pas à l'intégrer. Mais après, même quand on y est, il faut continuer à se poser la question de si on peut continuer à travailler dans ces conditions ou travailler avec cette clinique spécifique. Enfin, je pense que c'est une question qui reviendra tout au long de notre vie et de notre pratique parce qu'une institution peut nous convenir à un moment et plus après. Enfin, on n'est pas forcément apte, selon nos périodes de vie personnelle, à travailler dans telle ou telle institution. Moi, Exactement. oui, Tes valeurs et tes besoins aussi dans ta vie peuvent effectivement complètement évoluer. exactement. Et c'est vrai, il n'y a pas de culpabilité à avoir ou de frustration là-dessus, en fait. On est humain avant tout et on le sait, hein, toutes les deux, en étant un psychologue, voilà, on est notre propre outil. Et en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où on commence vraiment à pas se sentir bien dans l'institution ou dans le travail qu'on mène en tant que psychologue, attention à nous et attention du coup aux autres qu'on accompagne. Parce que là, on peut faire des dégâts aussi à ce moment-là. Donc, c'est encore une fois beaucoup de maturité de ta part d'arriver à te reposer ces questions-là de temps en temps. Et ouais, tout à fait. effectivement, on parle de psychologue ce soir, mais c'est dans tous les métiers finalement, parce que dès que tu travailles en équipe, tu as un impact sur ton équipe, sur l'environnement. Ouais. Donc, franchement, encore une fois, bravo, chapeau bas pour justement ta façon de voir les choses, cette ouverture d'esprit, cette capacité aussi à te remettre en question, mais de manière finalement qui est saine et humaine pour te permettre d'avancer aussi. Ouais, c'est important, je pense, de connaître ses limites et de prendre en compte tous les aspects. Enfin, comment dire. Après un entretien, faut prendre quelques jours, je pense, pour se poser, pour se dire est-ce que tout m'a convenu? Est-ce que j'ai posé toutes les questions qu'il fallait? Est-ce que moi je suis au clair avec ce que je vais devoir faire? C'est important, je pense, de prendre ces quelques jours, quitte à rappeler la personne pour reposer des questions. Oui, tout à fait. Exactement. Et c'est vrai que, en fait, merci justement de souligner aussi cette démarche-là. Parce que souvent, moi, les personnes que j'ai pu rencontrer dans les accompagnements n'osaient pas, en fait, le faire en disant non, mais je vais pas les déranger ou bon, bah, alors vient de se voir. Donc, je vais pas maintenant renvoyer un message. Alors qu'en fait, le recruteur, ou la personne que tu as rencontrée, aussi, c'est un moyen de lui montrer que tu es vraiment intéressé, en fait. Tu es vraiment motivé. Surtout si tu fais le point avant de la rappeler et que tu redonnes quelques éléments de l'échange qui t'ont marqué sur le job, par exemple. Ouais. Ok. Bon. Écoute, donc, conseil du coup à donner. Donc, on a évoqué effectivement de ne pas avoir peur de ne pas être légitime, de ne pas cocher toutes les cases. Ouais. On a parlé aussi, grâce à toi, effectivement, de la capacité aussi de chercher à faire des ponts, passerelles, de transférer un peu les capacités, les compétences qu'on peut avoir dans un domaine, puis dans un autre. Et j'ai envie de te dire, Maïsara, je trouve, après, je défends notre paroisse, mais l'interculturel, c'est vraiment ça. En fait, le transculturel et interculturel, c'est cette capacité à s'adapter à son environnement. Et en fait, c'est vrai qu'on nous apprend par différents cours
à transférer comme ça beaucoup les compétences qu'on peut avoir. Et Ouais. je pense que c'est une belle déformation qu'on a là-dessus, en fait, Exactement. universitaire, que on est un peu des caméléons et on s'intègre aussi assez facilement aux institutions. Tout à fait. Je pense que justement, moi, ce que m'a appris mon cursus, c'est l'adaptabilité et aussi travailler dans la clinique de la non-demande. Enfin, m'écarter un peu du cadre du psychologue dans son fauteuil qui bouge pas quand on a des personnes qui ne sont pas en possibilité de faire un entretien en face à face. Comment est-ce qu'on Ouais, s'adapte? Comment est-ce qu'on devient créatif? Et j'ai trouvé que ce master, en tout cas, m'a vraiment appris à être créative, à essayer de créer des dispositifs, des groupes collectifs, comment dire, des mm, activités collectives euh, pour permettre à des personnes de s'exprimer dans le collectif quand elles ne peuvent pas le faire en individuel. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que ça m'a vraiment permis de m'adapter et de penser le psychologue aussi en dehors de son bureau, quoi. Parce qu'on n'est oui, pas que au bureau, on va à la tout à rencontre, fait. je trouve. Voilà. Ouais. Et j'avais une dernière question, du coup, ça me fait penser. À qui est-ce que tu conseillerais en fait ton premier poste? À quelle, on va dire, personne tu conseillerais ce premier poste? Par exemple, au niveau des qualités humaines, au niveau des compétences, tu penses que ça pourrait bien matcher avec quel type de personne, ton poste? Ça pourrait matcher, bon déjà avec des personnes qui font un master de criminaux, déjà si on veut rester un peu factuel, parce que c'est vrai que Ouais. c'est assez complexe, il y a beaucoup de côté passage à l'acte qui est très prenant. Après, il faut vraiment être très patient. Et je crois que quand on commence un premier emploi, on a beaucoup cette peur de servir à rien. Enfin, comment dire? Moi, ça m'est déjà arrivé que les jeunes me disent que je sers à rien parce que comme ils ne veulent pas venir me voir en entretien, il y a des journées où en fait je reste avec eux dans le collectif, mais en fait on ne rentre pas forcément en interaction. Et du coup, pour eux, c'est que je ne sers à rien. Du coup, je pense qu'il faut pouvoir tolérer aussi et entendre que les jeunes parfois ils vont estimer qu'on n'a pas notre place ici. Et donc l'idée, c'est comment faut trouver comment faire sa place. Donc déjà, je pense qu'il faut avoir quand Oui. même une certaine confiance en soi quand même, parce Mm, mm. que par moment, on va nous renvoyer qu'on n'a rien à faire ici, qu'en plus on est débutant, qu'on est jeune, que ça se voit. Donc, il faut aussi être vraiment prêt comment dire, à s'engager dans une supervision où on va vraiment être honnête avec soi-même et où on va se dire, est-ce que, enfin, pourquoi je réagis comme ça quand un jeune est violent ou des choses comme ça. Je pense que ce poste-là nous remet vraiment en question en tant qu'humain. Comment, Mm. comment est-ce qu'on peut travailler en tant que psychologue face à des jeunes qui ont été, entre guillemets, détruits par la vie et qui sont dans le passage à l'acte constant. Je pense qu'il faut vraiment être, comment dire, faut pas être trop susceptible. C'est vite dit, c'est un raccourci, mais Oui. c'est vraiment, ils vont constamment attaquer le lien à l'autre, en fait. Donc, faut pouvoir Ouais. tolérer ces attaques et leur montrer qu'en fait, on va rester là, même si ils nous supportent pas et que le bureau reste ouvert, quoi. Voilà un peu Mm. les caractéristiques, je pense. Et oui. Alors, on a Tiffany justement qui posait la question, Maïsara. Donc, si tu peux répondre, est-ce que le fait d'être jeune a tout de même des avantages? Ouais, complètement. Je pense que déjà pour s'identifier, enfin ils ont besoin de s'identifier à l'adulte et ça leur fait du bien aussi d'être avec des personnes qui sont un peu plus proches d'eux en âge. Mm. En tout cas, moi j'ai des discussions avec eux sur de la musique. Enfin, je suis pas trop has-been. Disons que on peut avoir des connaissances en commun sur certaines choses. Et eux-mêmes, ils le disent, ils ont besoin de voir que je leur ressemble. Je pense que Mm. on a une facilité à entrer en lien aussi parce que on prend, comment dire, dans le contre-transfert, on parle souvent de la relation, comment dire, le thérapeute vient prendre un peu la place du parent, enfin on projette l'image parentale sur le thérapeute, mais moi je remarque beaucoup aussi l'image de la grande sœur. Ouais. Ils me parlent beaucoup de leur sœur, ou ça leur donne l'impression que je ressemble à leur sœur, des choses comme ça. Donc il y a un lien qui se crée, en plus, comme on est tout le temps au quotidien, tout le temps ensemble, je pense qu'il y a quelque chose de différent qui se joue. Et, euh, et en même temps, il faut toujours
pouvoir réaffirmer le fait qu'on reste une adulte qui travaille dans l'institution. Ça a été difficile au début comment dire, de leur montrer que je suis adulte, même si j'ai pas beaucoup d'années de différence avec eux et que je travaille dans l'institution, parce qu'il y en a beaucoup qui m'appelaient la stagiaire au début pour me tester. Voilà. Ouais. Donc, tu vois là, le syndrome de l'imposteur, boum, illégitimité, boum. Exactement. Donc, il faut vraiment être solide et surtout, faut réussir à, comment dire, je pense qu'il faut se tourner vers ses collègues aussi. Moi, mes collègues, ils ont été d'un grand soutien, mes collègues éducateurs, il y a une infirmière aussi dans l'institution. C'est vrai que souvent, le psychologue est un peu le réceptacle de beaucoup de choses, mais à l'inverse, nous, il faut qu'on apprenne aussi à aller vers les autres. Et moi, ça me fait beaucoup de bien d'échanger avec mes collègues qui ont énormément d'années d'expérience en plus. Donc, du coup, oui, par rapport au fait d'être jeune, comment dire, ça peut être compliqué par moment parce ils vont tester le lien et ils vont voir si t'es une vraie adulte. Mais en vrai, ça se crée au fur et à mesure, en fait. La confiance, ça vient avec le temps. Comme dans tous les postes, en fait. Hein. Peu importe l'âge. D'ailleurs, là, je viens de voir la suite de ta question. Et du coup, tu n'as pas peur en vieillissant de perdre ce lien particulier? Pas forcément, parce que comme je viens de le dire, en fait, dans tous les cas, le lien se construit dans le temps. Et puis surtout, je m'intéresse en fait à qui ils sont et à ce qu'ils aiment. C'est-à-dire que moi, j'écoute pas de rap. J'ai beau être jeune, j'écoute pas de rap, mais ils adorent le rap. Et ben, ils me font écouter du rap. Moi, je leur fais écouter de la musique. Et on échange comme ça. Et je découvre des artistes. Et il y a même des musiques que j'apprécie, ou eux-mêmes font du rap. Et je pense que peu importe l'âge, il faut rester ouvert à leurs intérêts, à qui ils sont, à ce qu'ils aiment. Et c'est la clé, en fait. Je pense que c'est pas l'âge en soi qui pose problème. Alors, on avait une petite anecdote justement de Colombine qui nous disait que tu jouais aussi au basket avec les jeunes et que tu avais même créé aussi un atelier de rap, même si tu n'aimais pas en fait le rap du coup, pour les laisser s'exprimer. En fait, tu leur as laissé cette possibilité-là. Ouais, c'est ça. Alors, l'atelier rap, c'était dans le cadre de mon stage de Master 2, du coup, mais c'est vrai que j'avais trouvé que c'était une modalité intéressante pour exprimer ses émotions et exprimer la colère aussi. C'est une musique qui peut paraître violente, entre guillemets, enfin, c'est des termes crus, et je trouvais ça intéressant de travailler avec ce média-là pour des jeunes qui ont du mal à verbaliser. Complètement. Et puis on est vraiment dans l'émotionnel. Hein. Le rap, c'est en général des textes qui sont assez forts, assez revendicateurs. Donc, tout à fait. C'est un véritable exutoire aussi de s'exprimer d'une autre façon, en fait, qu'on a du mal à utiliser les mots. Et on a Ertilim, du coup, qui dit, je ne sais pas si tu as déjà parlé de ça, Maïsara, mais est-ce que tu as dû aussi légitimer ta place auprès des autres professionnels du fait que tu es débutante? Alors, pas vraiment. Comment dire, j'ai été agréablement surprise parce qu'ils sont tous très ouverts comment dire, à la discussion, à voir ce que je peux penser des situations, etc. Après, dans mes débuts, c'est vrai qu'il y a certains professionnels qui m'ont dit qu'il fallait que je fasse attention à certaines choses. Par exemple, j'ai donné mon âge exact quand on m'a posé la question. Et il y a un éducateur qui m'a dit que à ma place, il éviterait parce que ça leur donne l'impression qu'on a presque le même âge et que du coup, ça peut être compliqué de mettre la distance après, etc. En tout cas, mes collègues ont essayé de me donner des conseils que j'ai pris en compte. Évidemment, la question de l'âge, c'est vrai que ça m'avait posé question. Finalement, j'ai pris le parti de donner mon âge parce que, comment dire, plusieurs fois, on m'a dit, les jeunes m'ont dit qu'ils comprennent, comment dire, comment me faire confiance quand je ne donne rien de moi. Vraiment, c'est revenu plusieurs fois. Ils m'ont dit, tu parles pas de toi, mais tu nous demandes de raconter nos vies. Comment est-ce qu'on peut te faire confiance si tu racontes rien de toi? Donc, je me suis dit, si même sur l'âge, je ne dis pas la vérité, comment après je peux créer un lien de confiance? Donc, je prends le parti de donner mon âge et je l'ai expliqué à mon collègue qui l'a tout à fait compris. Et voilà. J'ai pas eu plus de ta place, c'est ça. T'affirmer, effectivement, faire un choix et assumer aussi finalement qui tu es et la manière dont tu as envie d'accompagner. Voilà, c'est ça.
Et donc, ta mère peut dire aussi, elle leur prête des livres qu'elle achète pour eux. Super. Ah, C'est génial. ah oui, en fait, j'avais emprunté des livres à la bibliothèque et j'avais un Max et Lily. Max et Lily, c'est vraiment sympa. Je les avais lus quand j'étais petite et je me rappelais pas exactement de comment c'était fait. Et en fait, j'en ai pris un sur les questions de l'addiction parce qu'on a beaucoup de jeunes qui consomment beaucoup de stupéfiants. Et en fait, j'ai un jeune avec qui je n'arrivais pas forcément à créer beaucoup de liens, qui était beaucoup sur la défensive, il se sentait pas mal attaqué par moi, etc. Et je lui ai proposé des livres et il a choisi Max et Lily. Et en fait, c'est ce livre qui a permis de créer une discussion et de créer un lien entre nous. Et il m'a dit qu'il a dit que je lui en ramène d'autres. Il m'a dit, est-ce que tu en as d'autres? Et je lui ai dit que non, mais que j'allais faire en sorte de trouver d'autres livres à lui apporter. Et en fait, ça lui a fait plaisir de voir que j'avais fait cet effort-là d'aller acheter des livres sur mon week-end pour lui faire plaisir. Et du coup, effectivement, je suis très à l'écoute. Je pense que quand on est jeune professionnel, il faut pas comment dire, faut pas se fermer de porte au sens où même si les jeunes ne veulent pas en venir en entretien, qu'ils ont peur du psychologue et de ce qu'on peut représenter, il faut pouvoir leur proposer différentes choses, qu'ils s'en saisissent ou pas. Mais moi, avec ce jeune-là, ça a vraiment été incroyable le changement dans le lien juste avec un livre, en fait. Parce que pour lui, ça voulait dire. C'est génial. Ouais, vraiment. Et tu sais, moi, en fait, je rebondis un petit peu parce que c'est vrai que l'image du psychologue, il y a encore quelques années, on avait cette image un peu stéréotypée je suis malade et je vais voir un psy. Mais en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça, en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. En tout cas, je suis pas psy de métier. J'étais RH avant, je suis coach aujourd'hui et consultante. Mais si ça va pas bien, en fait, le psy, c'est l'expert, c'est lui qui a été formé. Vous avez été formés toutes les deux avec Lucille à ça, justement, pour savoir accompagner des blessures finalement et des moments traumatisants en fait dans notre vie. Et qui peuvent arriver à tout le monde, à n'importe quel âge. Ouais. Je pense que c'est important aussi, tu vois, de porter aussi ce message-là en disant que le psychologue aujourd'hui, c'est pas l'image à l'ancienne et c'est bien plus que ça aussi. Donc, et je trouve que tu l'as vraiment, mais parfaitement illustré. Donc, merci beaucoup encore une fois. Ouais. On arrive sur la fin du coup de ce live. Je t'avoue, Maïsara, que ça me fait très bizarre de ne pas te voir. J'espère que Instagram va pouvoir recréer ce truc où on se voit mutuellement, parce que là, nous regarder nous, ça fait bizarre. C'est un peu particulier. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup, beaucoup à toi pour tout ton témoignage. Enfin, c'est très inspirant, vraiment. Et ça, je trouve que ça donne beaucoup d'espoir aussi. Et ça donne envie de se lancer, en fait. Je sais pas comment tu le ressens, mais c'est ça. Moi, c'est vrai qu'un coup de booster, je dirais. Et c'est vrai que c'est peut-être lié aussi à ta personnalité. C'est aussi ta valeur à toi, mais il y a le côté à la fois justement rassurant. Tu as aussi cette capacité justement d'être déterminée, tenace. Donc même quand tu as eu des difficultés, en fait, c'est ça aussi, cette ténacité et le fait de croire que c'est possible, qui t'a permis d'avancer et finalement d'avoir ce super début de carrière finalement en tant que psychologue. Tout à fait. Et donc, on a Ertilim donc, qui dit merci Maïsara pour ton partage. Et oui, donc il y aura bien un replay sur Instagram et sur YouTube. Et Tishlani aussi, qui te remercie Maïsara. Merci. Qui trouve que c'était super intéressant. Super. Et Ertilim, en tant qu'étudiante de M2 en psycho, c'est super important d'avoir ce genre de témoignage. Nous sommes d'accord. Oui, c'est pour ça qu'on a créé ça avec Kelly. Exactement. Donc vraiment, tant mieux si ça vous sert. C'est vraiment l'idée. Alors peut-être Maïsara, un dernier point. Donc avant de te laisser, si tu as un dernier message ou un cri du cœur à sortir par rapport à la recherche du premier emploi, c'est juste pour ceux qui regardent la vidéo, j'ai déjà demandé à Maïsara, donc je me permets. Si vous avez des questions ou des choses comme ça, n'hésitez pas à lui écrire en commentaire ou alors d'aller sur son profil. Voilà, on remettra de toute façon en bas de vidéo. Alors Maïsara, est-ce que si tu avais un cri du cœur ou une phrase qui te marque maintenant pour justement parler de cette première recherche d'emploi qui va venir
enthousiasmer et donner de l'espoir justement aux autres, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça serait, mon cri du cœur, ça serait que, en fait, même si, même si on débute, on a quand même fait 5 ans d'études, on a tenu pendant ces 5 ans, donc on a forcément acquis plein de compétences, même si on s'en rend pas encore compte. Et que, en fait, on commence toujours en étant. Moi, je suis quelqu'un de très stressé de nature. J'avais l'impression que j'allais jamais y arriver. Même en stage, j'avais l'impression d'être nulle. Et en fait, il faut se contenter des petites victoires. Je crois que faut vraiment se lancer et se contenter des petites victoires, même si des fois elles mettent du temps à arriver. Moi, j'ai eu du mal à trouver ma place dans l'institution au départ, mais enfin là, il y a quelques jours seulement, ça fait depuis le mois de septembre que je suis là-bas. J'ai mon premier jeune qui m'a dit merci Maïsara. Enfin, vraiment, il était sincère et il m'a dit merci, merci pour tout. Et là, je me suis dit, voilà, c'est pour ça que je fais ce boulot. Alors, ça peut prendre le temps à arriver, ce sentiment de légitimité et ce sentiment de servir à quelque chose. Mais en fait, il faut s'accrocher, se dire qu'on n'a pas choisi cette voie par hasard et que si on est arrivé au bout du cursus, c'est qu'on en a les compétences et qu'on a cette humanité. Et faut garder ça tout au long de sa vie et tout au long de sa pratique. Voilà, faut pas oublier pourquoi on a commencé ce cursus. Waouh, magnifique. Super, magnifique. Bah écoute, je crois qu'on va pouvoir finir le live sur ces magnifiques mots-là. Je trouve qu'ils incarnent complètement en fait ce témoignage. Et ce témoignage. Ouais. Bon. Tiffany, les premiers merci, ils sont beaux. Oui. Ouais. En tout cas, merci à tous aussi d'avoir vraiment participé. C'était hyper chouette. Encore merci Maïsara pour ton beau témoignage. Et on vous rediffuse tout ça en replay. On aura accès et on se verra en replay. Ouais, exactement. Bon. Maïsara, en tout cas, une très belle continuation dans ton projet. On espère que tu vas continuer vraiment de t'éclater dans ce métier-là, d'apprendre à te connaître encore un peu plus, puis d'aller un peu plus loin. Toujours avec quelque chose qui te plaît toujours autant. Merci à vous pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi, Maïsara. Bonne soirée à tout le monde alors. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.